que ces populations sachent de ce programme. Et aujourd'hui, préserver le patrimoine comme la Médina de Fès, c'est-à-dire la façon dont les habitants perçoivent leur espace. Bonjour à toutes et tous. Je vous propose de commencer et puis celles et ceux qui veulent nous rejoindre vont nous rejoindre au cours de ce webinaire. Donc, je suis heureuse de vous retrouver pour cette 4e saison de la table ronde Urbanisme en francophonie. Me concernant, donc, je suis Charlotte Blunven, ingénieure d'études pour l'Association internationale des maires francophones, réseau de 300 villes et associations de villes de l'espace francophone, mais aussi forum de concertation entre les élus locaux et réseau de coopération qui appuie les programmes innovants et impactants portés et mis en œuvre par les villes. Je vous remercie de votre présence au premier webinaire sur le thème l'urbanisme informel, diversité des contextes, qui introduira le sujet en abordant les différentes situations observées, bidonvilles, villages englobés, espaces reconquis par les populations, en partant notamment de l'exemple du Maroc, où les politiques volontaristes ont été mises en place pour organiser cette urbanisation informelle. Nous verrons de quoi il retourne sous cette notion d'informalité, tant au niveau des populations concernées, des réalités culturelles et anthropologiques que des réglementations. Ce premier temps sera aussi l'occasion de rappeler les particularités environnementales, économiques et sociales qui composent ces espaces informels. À l'exemple du programme de développement INDH lancé par Sa Majesté le roi Mohamed VI, comment les États, main dans la main avec les villes, peuvent-ils reprendre main pour organiser l'urbanisation informelle? Ce premier temps d'analyse des formes, des limites et des caractéristiques du caractère informel des villes amorce la saison 4 de la table ronde relative à l'informel, un enjeu pour l'urbanisme, organisée à l'initiative de l'AIMF, en partenariat avec l'Ordre national des urbanistes au Cameroun, le réseau Apéro et le laboratoire de géoarchitecture de Brest situé à l'Université de Bretagne occidentale. Nous avons retenu le choix de cette thématique des informalités pour cet espace de dialogue interdisciplinaire autour des habitats précaires, car c'est une composante essentielle de la fabrique urbaine, notamment en Afrique. Continent exposé à la croissance démographique d'une part, qui double tous les 20 ans, et à l'extension urbaine galopante, en particulier des petites et moyennes villes. Luc Gnakadja, donc, qui est ancien ministre de l'Environnement et du Développement urbain au Bénin, raconte d'ailleurs que ce développement de l'urbanisation informelle est venu avec la crise des années 1980, car l'investissement public en milieu urbain a été l'une des variables d'ajustement. La ville africaine aujourd'hui est composée de 2/3 de l'informel, donc compose 60% de l'habitat en Afrique. C'est d'ailleurs le dernier continent où les bidonvilles augmentent encore. Quand on regarde l'économie dite informelle, elle constitue plus de 80% de l'économie urbaine et génère jusqu'à 90% des emplois sur ce même continent. Les planificateurs doivent donc changer de regard sur ces informalités urbaines qui peuvent être des catalyseurs de développement urbain si elles sont intégrées de manière judicieuse dans une planification dynamique, inclusive et participative. Il faut chercher à comprendre le fonctionnement de ces informalités qui ont en réalité des modes de gouvernance qui viennent du bas et qui s'adaptent aux fragmentations urbaines. Donc, je remercie l'ensemble des membres du comité qui travaillent avec nous à la réalisation de cette table ronde. Pierre Baillet, secrétaire permanent de l'AIMF, Jean Yango, économiste, urbaniste et président de l'Assemblée générale de l'ONUC, Lionel Prigent, urbaniste et économiste, professeur à l'UBO et directeur du laboratoire de géoarchitecture de Brest, Christian Calieux, urbaniste, Alain Bourdin, sociologue, Sylvain Allemand, journaliste et William Gouzien, technicien. Chaque webinaire dure 1h15, comprenant cette courte introduction, un débat entre les intervenants que je remercie particulièrement pour leur présence, suivi donc d'un temps de questions-réponses durant lesquels nous ferons remonter vos questionnements. Donc tout au long de cet échange, vous pourrez donc les écrire dans l'onglet Q&R qui s'affiche en bas de votre écran, sans oublier de vous présenter bien sûr. Et enfin, d'une synthèse effectuée par Christian Calieux. Cette série de réflexions s'inscrit dans le cadre de l'initiative Urbanisme en francophonie portée par l'AIMF, que vous pouvez donc retrouver sur la plateforme www.urbanisme-francophonie.org. Donc, en mobilisant des partenaires publics ou privés, ce programme est destiné à préserver la cohésion sociale et le droit à la ville pour toutes et tous, à analyser les différentes manières de penser et de faire la ville et à contribuer à un futur urbain pour l'espace francophone qui préserve la diversité et la richesse des villes. Donc, c'est un projet collectif ouvert à toutes et tous. Donc, pour ne rien manquer de l'actualité,
Vous pouvez dès à présent rejoindre les groupes Urbanisme en francophonie sur Facebook et LinkedIn. Et donc, afin d'enrichir ce débat, l'AIMF a sollicité Sylvain Allemand, journaliste, comme modérateur de cette table ronde du fait de son intérêt pour les problématiques urbanistiques et de développement durable. Donc, Sylvain, c'est à toi. Bonne session à toutes et tous. Merci beaucoup, Charlotte, pour cette entrée en matière et ce passage de relais. Merci à tous de nous rejoindre donc pour ce premier webinaire d'une nouvelle série consacrée donc à l'urbanisme informel. Je m'empresse de préciser que vous pouvez y participer en déposant des questions dans la rubrique prévue à cet effet, la rubrique Q&R, que je regarderai attentivement au fil de notre discussion pour comment les soumettre à nos intervenants. Vous avez vu que ce premier webinaire se proposait de rendre compte de la diversité des contextes. Nous devons, à la vérité, de dire que nous mettrons néanmoins la focale sur le contexte marocain. Alors, pourquoi le contexte marocain? Eh bien, parce que, comme Charlotte l'a rappelé, le Royaume du Maroc mène depuis 2005 une politique extrêmement ambitieuse à travers l'initiative nationale pour le développement humain qui vise justement à lutter contre l'habitat insalubre et informel. Je pose d'emblée ce distinguo sur lequel nous aurons l'occasion de revenir. Le Maroc, ai-je dit, nous ne pouvons pas ne pas avoir une pensée émue pour les victimes du tremblement de terre intervenu au mois de septembre dernier, tremblement de terre que nous aurons l'occasion d'évoquer du fait des questions qu'il soulève sur les conditions de construction. Néanmoins, nous élargirons le propos avec le regard d'un anthropologue que je présenterai plus en détail et qui nous permettra de rendre compte d'autres contextes et nous sensibiliser aussi à l'importance, à la nécessité de réinscrire l'habitat informel et ou insalubre dans les espaces vécus par les populations. Sans plus tarder, c'est vers vous, Sadia Zouher, que je me tourne. Merci infiniment d'avoir pu participer à ce premier webinaire. C'était très important puisque vous êtes la directrice du projet INDH pour Initiative nationale pour le développement humain, donc INMA, c'est-à-dire développement dans la langue arabe, un projet qui décline donc l'initiative et qui est porté par un opérateur public dont je vous laisserai le soin de nous en dire plus, l'IDEC. Alors d'ailleurs, pour commencer, pouvez-vous non seulement nous présenter cet opérateur qui porte ce projet INMA et par la même occasion les ambitions de ce projet INMA? Par avance, merci Sadia Zouher. C'est un plaisir pour moi d'assister avec vous à ce webinaire et de partager l'expérience de l'IDEC dans la gestion d'un projet INDH-IMA. Donc, juste pour un petit rappel, l'IDEC est une entreprise qui intervient dans le Grand Casablanca pour donner accès à l'eau et l'électricité, l'assainissement et l'éclairage public au niveau du Grand Casablanca. Pourquoi je parle du Grand Casablanca? Parce que ça englobe le Casablanca intramuros, aussi les communes Mohamedia, Nouassel. En fait, c'est sur la périphérie du Grand Casablanca. Donc, Casa compte 5 millions. Je propose, Sadia, excusez-moi, de projeter d'ailleurs la carte avec laquelle vous êtes venu et qui délimite le périmètre d'intervention, de votre intervention dans le cadre de ce projet INMA. Merci William de projeter cette carte. Voilà, je vous la laisse commenter, Sadia. Tout à fait. Donc, le Casablanca compte plusieurs régions du Grand Casablanca sur 4 régions. En dehors de l'intramuros Casablanca, il y a 5 habitants au niveau du Grand Casablanca, dont à peu près 20% vivent dans des habitations considérées insalubres. Donc, l'IDEC s'est engagée depuis le début de sa venue en 1998. Elle a loué un engagement en partenariat avec les autorités locales pour donner l'accès domiciliaire à l'eau et à l'assainissement dans les quartiers défavorisés. Donc, comme vous l'avez cité tout à l'heure, en mai 2005, Sa Majesté le roi Mohamed VI a lancé une initiative qu'on appelle l'Initiative nationale de développement humain
communément connu UNDH, qui témoigne d'une volonté politique forte pour la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Donc, et dans le cadre de cette initiative qui vise à conjuguer les objectifs de développement durable, économique et social, environnemental cités par le gouvernement, donc cette initiative a complètement changé le contexte institutionnel et politique qui désormais nous donne l'accès et favorise l'intervention des opérateurs dans l'IDEC pour intervenir dans les quartiers d'habitat informel et insalubre. Donc, Si vous me permettez, Sadia, il est important de dire donc que pour être nationale, cette initiative n'en cherche pas moins, et c'est sans doute une de ses originalités, à travailler au plus près avec les acteurs locaux, les collectivités, les responsables politiques du Grand Casablanca, mais également les habitants. Tout à fait. Donc, bien sûr, parce qu'ils sont les bénéficiaires en fait de ce programme qui s'articule sur deux volets. En fait, il y a un volet de maintien sur place et c'est le programme dans lequel l'IDEC intervient ou tout autre opérateur qui devrait intervenir dans les quartiers sous-équipés ou les quartiers informels. Il y a aussi un autre programme, c'est de relogement, de recasement de ces populations après la démolition des bidonvilles. Donc, les plus concernés, c'est les habitants de ces bidonvilles ou les habitants des douars. En fait, les douars, si j'ose dire, c'est les poches d'habitation insalubre qui se trouvent à la périphérie de Casablanca. Donc, les opérateurs comme l'IDEC interviennent dans le deuxième programme, c'est-à-dire donner l'accès aux services de base pour les populations concernées par les quartiers qui sont maintenus sur place et qui sont sous-équipés. Donc, l'IDEC intervient pour l'accès à l'eau, l'assainissement et l'électricité, mais il y a d'autres opérateurs avec qui on contribue, qui interviennent pour la restructuration des voies, la construction d'autres équipements publics pour ces bénéficiaires, comme par exemple les hôpitaux, les écoles, les mosquées ou tout autre équipement qui serait en faveur de ces gens-là. Alors, vous êtes venu avec 4 images, vous auriez pu venir avec bien d'autres images, mais celle-ci donne à voir ce que vous faites concrètement à l'échelle des quartiers, des ruelles. Est-ce que vous pouvez les commenter? Et merci par avance à William de les projeter les unes après les autres. Alors, tout à fait. Alors, le programme INDH, ou proprement dit au niveau de INMA, l'IDEC, on l'appelait INMA Développement en arabe. Donc, ce programme consiste, comme je l'ai dit, à donner l'accès à l'eau et à l'assainissement au foyer de ces quartiers-là. Alors, ces quartiers, comme vous le savez, il y a des petites ruelles. Il y a chacun faisait comme il le pouvait pour assainir son foyer, son habitation. Donc, dans le cadre de ce programme, l'IDEC a innové avec tous les partenaires de ce programme, avec toutes les parties prenantes, que ce soit les autorités locales, que ce soit avec les préfectures, les communes ou les autres opérateurs. Il y a une innovation qu'on appelle l'innovation technique, c'est-à-dire qu'on puisse intervenir dans ces quartiers-là sans pour autant toucher à la sécurité et si j'ose dire, à la stabilité de ces habitations, parce que c'est des habitations, c'est des ruelles très, très étroites et c'est des habitations insalubres. Donc, vous le savez très bien que ces gens-là ont chacun un puits, comme le montre dans cette photo-là, un puits qu'il fait lui-même, c'est un puits perdu pour assainir son habitation. Mais par la suite, une fois que le réseau qu'on pose, nous, au niveau de ces quartiers-là, ces gens-là n'ont plus besoin si j'ose dire, de curer leur fosse d'eux-mêmes et ramener des brouettes, des bidons pour le faire manuellement. Et ça, c'est un accès de santé aussi pour éviter toute infection de ces gens-là. Donc, une fois que le réseau d'assainissement proprement mis au niveau de ces ruelles-là,
c'est un écoulement normal, normalisé. Donc, les gens sont, et les ruelles, il y a moins de stagnation des eaux usées, il y a moins de microbes qui circulent. Donc, en fait, ces ruelles-là sont bien assainies et les gens en profitent, une fois que les travaux LIDEC sont finalisés, de restructurer et de remettre à neuf, si j'ose dire, leurs habitations. Il y a d'autres photos, je ne sais pas si on va les faire passer. Ici, voilà, merci Voilà. par avance. Voilà, Vous savez William. que ces bidonvilles ou ces douars, tout au début, avant le lancement de cette initiative, ils étaient équipés d'une borne fontaine, c'est-à-dire que les gens puisaient de l'eau de cette borne fontaine et les femmes n'hésitaient pas à ramener leur linge pour laver leurs habits au niveau de la borne fontaine, parce que des fois, ça leur faisait en fait, elles allaient à des kilomètres pour le faire, avec toute la lourdeur des habits à faire. Donc, tout ça leur a fait qu'elles ont économisé non seulement de temps, mais c'est une économie aussi d'eau, parce que quand l'eau elle est gratuite, les gens la gaspillent, alors que quand ils l'ont chez eux, ils se l'approprient, donc ils font attention au gaspillage de l'eau. Donc tout cela nous montre l'impact de cette initiative auprès de ces bénéficiaires. Il y a aussi une photo qui nous montre une femme voilà, ça c'est effectivement les travaux et d'où la difficulté qu'on trouve pour faire les travaux, tout en essayant de faire attention aux habitants pour ne pas se retrouver dans des accidents ou des incidents au niveau de notre chantier. Donc, tout ça, c'est grâce à une innovation aussi qu'on appelait une innovation sociale parce qu'on a une équipe sociale dédiée, la maîtrise d'œuvre sociale dédiée à ce projet-là. C'est un groupe d'équipes de clientèle qui se trouve sur l'opération, dans les quartiers et qui informe, sensibilise ses bénéficiaires dès le début de l'opération pour leur expliquer en quoi s'agit-il, comment on va procéder, quelle est la durée du projet, quels sont nos engagements et quels seraient leurs engagements. Et une fois que les gens ont accès à l'eau, je peux vous dire que c'est un impact énorme étant donné que ces gens-là ont une facilité énorme à utiliser l'eau. Et je vous dis aussi, l'impact le plus important, c'est qu'on n'a plus de gaspillage de l'eau qui, en ce moment, est une denrée rare vu le stress hydrique que vit notre pays. Tout à fait. Voilà. Une question avant de poursuivre le tour de table, en fait deux questions, en commençant par celle de Pascal Dohou qui nous l'a glissé dans la rubrique Q&R. Rassurez-le, Saadia, s'il vous plaît, il demande comment ce programme prend en compte tous les types de quartiers, y compris les plus anciens, qui, dit-il, sont le plus souvent délaissés par les décideurs. Or, il me semble que l'une des photos donne à voir une ruelle d'un quartier ancien du Grand Casablanca. Voilà, donc en fait, comme je l'avais précisé, ce programme ne nécessite pas uniquement à donner l'accès à l'eau et à l'assainissement à ces populations, mais aussi de restructurer le quartier concerné. Donc, il y a toute une intervention d'autres opérateurs comme les aménageurs urbains qui interviennent au niveau de ces quartiers pour restructurer non seulement les ruelles, mettre en place l'éclairage public et mettre même au niveau de ces quartiers-là pour rapprocher ces populations des infrastructures sanitaires, des écoles, peut-être même des marchés de quartier. Il y a toutes des infrastructures et d'équipements sociaux qui sont mis en place et construits parce qu'en fait, l'autorité, ces quartiers-là dans lesquels on intervient, c'est suite à la décision de l'autorité locale de les maintenir sur place. Par contre, le deuxième programme consiste à les reloger, à les recaser dans des quartiers beaucoup plus, dans des quartiers qui sont déjà équipés de ces infrastructures. Donc, une fois que l'autorité décide de maintenir ces populations sur place, il y a tout un programme qui est lancé, il y a des conventions qui ont signé, il y a des contributeurs de fonds qui interviennent aussi pour donner le fonds pour financer toutes ces
Sachant que ces bénéficiaires, effectivement, ils sont pris en compte dès le début, comme je vous l'ai dit, par une équipe d'accompagnement clientèle qui les sensibilise. Il faut que ces populations sachent quel est ce programme et quel est l'objectif de ce programme et qu'est-ce que leur apporte ce programme pour qu'ils s'approprient. Voilà, vous venez de lâcher le mot appropriation par les populations. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est pour cela qu'il a retenu notre attention ce qu'il y a d'intéressant dans cette initiative, c'est qu'elle a été lancée donc en 2005, il y a pratiquement 20 ans. Donc, vous avez assez de recul pour apprécier les différents types d'impact, jusqu'à y compris au niveau de la scolarité des enfants qui s'améliorent parce qu'ils ne sont plus astreints à des corvées. Il faut, voilà, pour dire les choses comme elles sont. Et puis, par ailleurs, c'est un laps de temps qui vous a, comme on l'imagine, permis aux uns aux autres d'apprendre à travailler ensemble, à vous connaître au-delà des logiques institutionnelles. Mais ça, c'était juste un commentaire. Je vous laisserai plutôt le soin de répondre rapidement à une autre question qui a glissé un de nos webinaires, Roger Aoussi, qui demande si ce projet prend aussi en compte la collecte des déchets solides, ménagers. Je crois que non, mais je vous laisserai le soin de le confirmer. Et les eaux usées. Là, la réponse est plutôt oui. Hein. Vous traitez aussi de la question de l'assainissement. Effectivement, tout ce qui est assainissement des eaux usées, ils sont pris en charge par ce programme-là, mais tout ce qui est collecte comment dirais-je, des poubelles et tout ce qui est solide, c'est pris en charge par la ville dans un autre contexte parce qu'il y a un contrat de gestion de ces déchets-là solides au niveau de la ville du Grand Casablanca et ils sont pris en charge. Et je peux vous dire que ces habitations aussi, il y a beaucoup de programmes de transport, de mise à niveau du transport. Ces gens-là ont aussi accès, par exemple, dans les Grands Casablanca, il y a beaucoup de zones actuellement qui ont accès via des bus ou des trams qui sont arrivés aux périphéries de Casablanca et qui permet à ces populations des quartiers défavorisés de rejoindre leur lieu de travail au niveau du centre-ville de Casablanca. Merci. Nous pourrions vous poser encore plein d'autres questions. D'autres vont venir. D'ailleurs, je vois que d'autres se sont glissés dans notre rubrique Q&R. Nous y reviendrons tout à l'heure. À ce stade, je souhaiterais poursuivre le tour de table, si vous le voulez bien, avec vous, en me tournant vers vous, Monsieur Mounsef Kettani. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes alors, entrepreneur, PDG de Sino Group, spécialisé dans le domaine des services immobiliers. Je vous laisserai le soin de nous en dire un peu plus. Mais vous venez également avec une autre casquette, si je puis dire. Vous avez été le rapporteur d'un avis du Conseil économique et social et environnemental du Royaume du Maroc sur une approche intégrée, je reprends l'intitulé de cet avis, une approche intégrée pour résorber l'économie informelle au Maroc, avis qui a été émis donc il y a 2 ans, en 2021. Vous êtes par ailleurs à l'initiative de projets visant à permettre le développement de l'entrepreneuriat dans des quartiers d'habitat informel et insalubre et dans des bidonvilles. Alors peut-être pour commencer, Mounsef Kettani, pourriez-vous déjà réagir à ce que vous venez d'entendre, à la présentation de l'initiative nationale pour le développement humain, en nous disant en quoi il fait écho aux recommandations que vous avez formulées dans une perspective plus économique dans le cadre de cet avis, l'avis que j'ai mentionné tout à l'heure. Bonjour tout le monde, merci pour cette invitation, pour ce sujet très intéressant, certes complexe et qui diffère d'une région à l'autre, d'une économie d'un pays à l'autre, mais cependant, pour le cas du Maroc, il y a des initiatives assez encourageantes et Madame Zouher a parlé de ce volet
de salubrité, de l'accès à l'eau, de l'accès à certains services des communes. Elle a parlé de ce côté que moi je considère qui est important, c'est le volet activité économique à côté de l'habitat. Mm. Et au fait, cet écosystème qui se constitue, parce que ces cités, on ne doit pas les voir comme des cités dortoirs, parce que si c'était le cas, vous imaginez que les jeunes, les populations actives en âge de travail dans ces cités, si elles devaient se déplacer pour aller travailler dans d'autres zones très lointaines, avec les salaires qu'ils se font, et ça va augmenter leur précarité et leurs problèmes. Donc, au fait, ce que moi, j'ai constaté en tant que aussi bénévole du tissu associatif, c'est que beaucoup de gens qui habitent dans ces zones aujourd'hui travaillent à proximité, si ce n'est pas dans le site lui-même. Et donc, ces activités qui sont informelles constituent dans les sites un problème en plus parce que souvent, il n'y a pas que les ordures ménagères, mais ça devient aussi d'autres sources de pollution pour la population qui est sur ces sites. Et par rapport à mon expérience, et je vais revenir tout à l'heure sur les recommandations sur lesquelles nous avons travaillé au niveau du Conseil économique et social, j'ai personnellement, en tant que responsable d'association, travaillé sur 2 sites à Casablanca, sur le site de l'Oulfa et sur le site de Sidi Moumen, où il y avait, qu'on peut appeler des marchés bidonville, en fait, et il fallait restructurer. Alors, ce que j'ai constaté, c'est que d'abord, l'implication des personnes eux-mêmes à tout programme, on découvre une intelligence incroyable, collective, qui vient d'une connectivité et d'un savoir-faire peut-être des fois ancestral, qui font que les populations se sont adaptées, même si c'est avec des moyens rudimentaires, avec des constructions fragiles, avec des locaux couverts en tôle ondulée, mais se sont adaptés. À titre d'exemple, on constate que les métiers dans ces cités sont regroupés entre eux pour ne pas nuire les uns aux autres. Et en parallèle, souvent, il s'adapte par rapport à l'accès à la lumière, à l'accès à l'eau. Et donc, ils ont des systèmes qui se sont développés petit à petit et qui font que ça fonctionne. Certes, avec un regard externe, c'est insalubre, c'est inacceptable, mais les gens qui y vivent, ben, c'est une vie qui s'est accommodée malgré ses difficultés et malgré ses aléas, et les intempéries, etc. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsque on veut aménager pour ces populations des cités, il faut qu'on prenne en considération leur avis, leur participation au programme, leur implication, leur appropriation et surtout écouter les solutions qu'ils proposent. À titre d'exemple, je vais vous dire d'un marché que nous avons eu à construire avec une institution nationale marocaine, l'Omaran notamment. Et on s'est rendu compte que oui, on a construit les commerces, mais au moment de la distribution de ces commerces, on n'a pas tenu compte d'un ensemble d'éléments qui ont fait que ça posait problème. À titre d'exemple, on a listé les bénéficiaires et ces bénéficiaires, on leur a attribué des numéros de locaux et finalement, on s'est rendu compte qu'on s'est retrouvé avec le boucher et le réparateur des motocycles mitoyens. Et lorsque ces gens-là, ils sont venus nous voir, ils ont dit, attendez, vous imaginez,
le boucher à côté, on aurait dû regrouper les bouchers entre eux, les réparateurs d'équipements de matériel entre eux, etc. On s'est rendu compte aussi que le remplissage et la durée du remplissage du nouveau marché posait un grand problème. Au fait, les gens, les autorités locales les déplaçaient par petits groupes. Et le premier petit groupe qui s'est installé, il fallait attendre 6 mois avant que les autres locaux ne soient prêts parce que c'était une opération de transvasement. Et ceux qui se sont installés les premiers, ils ont dit attendez, c'est des rues coupe-gorge parce que on est seul dans les rues, il y a une seule boutique sur 30 qui est ouverte et donc ça posait un grand problème. Au fait, on est revenu à la case de départ et on a dû réunir les quelques 600 commerçants pour travailler avec eux et voir comment adapter ce que nous leur proposons comme solution, qui étaient des solutions techniques, avec un certain confort, pour qu'eux-mêmes, ils voient comment s'approprier cet espace, comment s'installer collectivement. Et ça m'a impressionné, cette intelligence collective qui s'est installée et la façon dont ils ont pu gérer et qui a donné, à mon avis, des espaces aujourd'hui qu'on peut considérer comme pilotes. Merci, Monsieur Ketani, pour ce témoignage au plus près des réalités de ces quartiers. Alors, insalubres, informels. Dissipons un malentendu. En disant ça, vous ne cherchez pas à maintenir la situation telle qu'elle est. Vous avez une belle formule, en tout cas, vous aviez cette belle formule lors de nos échanges préparatoires, à savoir le fait que l'informel est quelque chose qu'il ne faut pas détruire, mais transformer. Donc, l'idée est quand même d'améliorer les choses. Hein. Tout à fait, effectivement, parce que c'est humain. Lorsqu'on regarde ça comme quelque chose avec un angle d'attaque qu'il faut faire disparaître, quoique l'informel ne disparaîtra jamais, il y en a dans tous les pays, même dans certains pays européens les plus avancés, on trouve toujours des pourcentages aux alentours de 10% à peu près d'informels dans les différentes activités. Donc, si on regarde ça en tant que le demi-verre plein, ben, on peut en profiter, que ce soit par rapport aux emplois qui ont été créés, que ce soit par rapport aux activités qui ont été créées, et le transformer en leur donnant les outils pour qu'ils puissent, entre guillemets, si on veut, se moderniser, mais surtout travailler dans des conditions plus sereines, dans des conditions plus propres, plus sécurisées, etc. Donc, cette transformation, ça nécessite une gymnastique par rapport aux opérateurs, différents opérateurs, et moi, je dis que ces opérateurs doivent forcément être un partenariat public-privé entre la société civile, les personnes concernées elles-mêmes, les autorités locales et les élus. C'est un travail collectif qui doit avoir comme base de travail la prise en charge de l'implication de la collectivité concernée. Et à ce moment-là, on découvre que c'est informel. Le demi-verre plein, ben, on peut le transformer en richesse. Et ces gens-là, il ne faut pas qu'on les voit comme des gens qui sont devant la mendicité. Au contraire, c'est des gens qui sont débrouillards. Moi, j'ai toujours dit, le système D, c'est bon, mais il faut le prendre et le valoriser et permettre à ces populations de continuer leur activité et progresser régulièrement par petites doses jusqu'à ce qu'ils atteignent une certaine stabilité. Alors, je note que vous avez, l'air de rien, répondu à une question qui revient à différentes reprises par la voix de nos webinaires et webineuses, Pascal Dou, Guy Tchakam, Ben Hotman, que nous saluons au passage, qui tous, chacun à sa façon, se préoccupent de savoir ce qu'il advient des populations, c'est-à-dire de savoir si elles sont maintenues sur place, si ces projets de
lutte contre l'habitat insalubre ou informel ne se traduit pas par des déplacements qui deviennent problématiques. En tout cas, c'est ce qu'on entend dans votre bouche, Monsieur Kettani, dans la mesure où ça risque de rompre tout lien avec leurs réseaux sociaux, les sociabilités qu'ils ont tissées qu'elles ont, ces populations, tissées au fil du temps. Je vous laisserai réagir sur ce point, et tout comme vous, Sadia, Zoher. Auparavant, si vous le voulez bien, on va clore notre premier tour de table en élargissant la perspective avec notre troisième intervenant que je remercie, Yannick Jaffré. Alors, vous n'êtes pas marocain, Yannick Jaffré, vous êtes français, anthropologue, vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS et directeur du programme GIDE, dont je vous laisserai dire un mot, porté conjointement par l'Académie des sciences et l'Institut de France. Et si nous souhaitions avoir votre regard, c'est parce que en tant qu'anthropologue, vous et tout spécialement intéressé par les enjeux de santé dans les quartiers de bidonville, insalubres ou informels, vous nous sensibilisez à la nécessité, et ça fait très largement écho à ce que vient de dire M. Kettani, me semble-t-il, nécessité de prendre en compte l'espace vécu et jusqu'à y compris la langue des populations. On y reviendra, mais auparavant, est-ce que vous avez envie déjà de réagir à ce que vous avez entendu, Yannick Jaffré? Merci beaucoup pour l'invitation et pour cette présentation. Alors effectivement, je pars avec un gros handicap, c'est-à-dire je ne suis pas marocain et voilà, je n'ai pas travaillé explicitement avec une entrée autour de l'urbanisme ou de la question, disons, de la pauvreté à l'intérieur des villes, mais ça fait maintenant à peu près 30 ans que je travaille sur des questions de santé en Afrique subsaharienne, entre le Mali, le Burkina, le Niger, le Bénin, enfin toute cette partie ouest africaine. Alors en fait, je peux partir et je remercie vraiment M. Kettani et Mme Zoher parce que c'est parfaitement, à la fois ce sont des beaux projets et c'est tout à fait intéressant, mais l'anthropologue a tendance à essayer de ne pas croire dans les mots. Il gratte toujours les mots pour essayer de voir ce que ça peut signifier. Et alors si je reprends simplement des termes qui ont été utilisés, et vraiment, ce n'est pas du tout une façon critique, c'est une façon simplement d'introduire le sujet. Quand on parle de collectivité, quand on parle des habitants, quand on parle des populations, quand on parle de l'accès aux services de base, c'est absolument nécessaire, c'est absolument utile pour cadrer l'action. Cela dit, quand on réduit un tout petit peu la focale, on se rend compte en fait que ces notions sont générales, qu'elles sont en général aussi externes aux acteurs, ce n'est pas comme ça qu'ils se désignent, et qu'en fait, ça n'engage pas les personnes qui font ces projets à vivre dans les conditions des populations. Et donc, c'est ces trois petits points peut-être qu'on peut souligner. Et alors, quand on essaye de réduire la focale, on peut se dire qu'après tout, une population, c'est quoi? Ce sont des hommes, des femmes, ce sont des jeunes, des vieux, des enfants, des gens religieux ou des gens moins religieux, des gens de plusieurs religions. Ce sont des handicapés souffrant de divers handicaps. C'est aussi le passage des jours et le passage des nuits. C'est aussi des gens alphabétisés ou pas alphabétisés. Puis, comme on l'a vu, ça peut être aussi des gens de professions diverses, des bouchers ou des réparateurs, qui se côtoient mais qui ont besoin d'une certaine distance sociale. Alors, la première chose que fait un anthropologue, c'est de se dire, quand on réduit l'échelle comme ça, est-ce que ça peut expliquer la prévalence de certaines pathologies? Alors, je vais prendre juste un exemple qui est l'exemple de la bilharziose, qui est peu importe, disons, de la bilharziose urinaire, enfin, qui est un fléau qu'on voit en Afrique subsaharienne. Mais on peut constater que, par exemple, les gens qui présentent la plus grande prévalence, le plus grand nombre de personnes touchées par cette bilharziose, eh bien, ce sont les jeunes filles. Non pas à cause de leur, disons, de quelque chose qui serait de l'ordre de leur essence,
mais simplement parce que les jeunes filles sont envoyées pour faire la vaisselle ou pour laver le linge, et que donc elles vont dans des marigots ou elles vont dans des endroits où il y a un petit peu d'eau. Elles y vont souvent dans les périodes les plus chaudes, le moment où les bulins sont les plus, disons, les plus, comment dire, incisifs d'une certaine façon. Et ce qui se passe, c'est qu'elles vont présenter cette pathologie. Alors, ce qui est tout à fait, me semble-t-il, intéressant là-dedans, c'est qu'on voit que, en fait, quand on réduit l'échelle, on a affaire à des configurations qui sont des configurations extrêmement complexes et qu'il nous faut décrire de façon très précise. On ne peut pas comprendre, par exemple, cette prévalence élevée si on ne voit pas le statut de la jeune fille, l'état des points d'eau, les tâches attribuées aux jeunes filles, etc., etc. Alors, si on s'accorde un peu sur ces remarques un peu liminaires, ça veut dire qu'on va distinguer peut-être deux choses. Et je suis désolé de faire un tout petit peu de théorie, mais des fois c'est pratique pour essayer de penser les choses. On va distinguer le lieu, qui est un espace géométrique, un plan urbain, un programme, un ensemble de projets, programmes, etc. Le lieu, c'est une carte, c'est ça. Et puis, sous cette carte, il y a ce qu'on pourrait appeler un espace ou des espaces, et qui correspondent à l'ensemble des pratiques sociales qui sont effectuées dans ces lieux. Alors, ces espaces, ce sont à la fois un espace de pratique, celle que j'ai montrée avec les jeunes filles, et puis sont aussi des espaces vécus, c'est-à-dire la façon dont les habitants perçoivent leur espace. Alors, si on essaie juste de caractériser, je suis désolé, je vais le faire à très grands traits, mais si on essaie de caractériser ce que sont ces espaces vécus, on pourrait dire d'une première manière que ces espaces vécus, ce sont des espaces tels qu'ils sont nommés par les populations. Alors, ils peuvent être nommés en français, ils peuvent être nommés en arabe, ils peuvent être nommés en kabyle. Pour les pays dans lesquels je travaille, ils peuvent être nommés en bambara, en mossi, etc., en moré ou dans d'autres langues. Mais je crois que ce qui est tout à fait intéressant, c'est de voir que dans les espaces précaires, dans les espaces non lotis, on n'a pas affaire, comme dans nos espaces urbains, à quelque chose qui est, par exemple, un feuilleté de l'histoire avec des noms donnés aux rues, avec des carrefours qui sont bien nommés, etc. On a affaire, en général, à ce qu'on pourrait appeler des façons de noter qui sont des façons situationnelles. C'est-à-dire qu'on va dire, on se rencontre sur la place, ou on se rencontre, toi aussi, tu vas à la boutique. C'est-à-dire qu'on va avoir des déictifs qui créent des formes de connivence et des formes d'appartenance à un même lieu. Et je crois que ça, c'est tout à fait important de voir qu'on a affaire à des espaces relativement restreints et qui créent quelque chose comme une communauté vécue des espaces. Le deuxième point, et je peux prendre les exemples à Marseille, c'est-à-dire que quand on dit, par exemple, de quelqu'un qui habite à la Castellane, quand il est désigné par ce nom, ou quand on dit dans la banlieue parisienne que quelqu'un vient du 9-3, on a des nominations qui sont des nominations stigmatisantes. Et je crois que, alors, je n'ai pas le temps du tout de développer, mais je crois que ce qui est important dans ces sémantiques sociales, c'est de voir qu'ils sont porteurs d'un ensemble de sentiments. Par exemple, le ressentiment, la revendication politique, l'obligation d'une certaine présentation de soi pour essayer de lutter contre le stigmate que l'on suppose dans le regard de l'autre. Et je pense que la première chose pour essayer de définir ces espaces vécus, c'est de réfléchir à ces espaces nommés et à ces sémantiques sociales. Le deuxième point qui me semble peut-être caractériser ces espaces vécus, ce sont les formes d'organisation. Alors, on voit, et il y a eu de très beaux textes de Colette Pétonnet, notamment sur la façon dont dans les bidonvilles, il y a encore des formes d'organisation. Mais quand on regarde en détail, par exemple, la façon dont les espaces sont appropriés, on va avoir un espace qui est, en tout cas pour l'Afrique subsaharienne, l'espace de la concession, qui est l'espace qui caractérise le travail de la femme et qui en même temps donne le statut de la femme. Et donc, on va avoir des espaces qui sont régis par des formes de balayage réguliers. On va avoir aussi à l'intérieur de cette concession des espaces qui peuvent être des sortes presque d'espaces religieux, comme quand on prend un mouton avant la fête de l'Aïd.
Et puis, on va avoir une organisation de l'espace, par exemple en Afrique, on va avoir des sortes d'aires fonctionnelles selon le temps. C'est-à-dire qu'on dort, on balaye, on mange, on balaye, les animaux peuvent passer, on balaye, et puis etc. Et donc, on va avoir des aires fonctionnelles qui varient selon le temps, ce qui est très différent d'une habitation moderne où on va avoir des pièces qui séparent les activités fonctionnelles. On ne dort pas là où l'on mange. Et on voit qu'il y a simplement dans cette forme d'organisation de l'espace à la fois des identités qui se jouent et des risques infectieux qui sont extrêmement forts, mais qui sont reliés, qui sont connectés à cette forme d'organisation de l'espace. Alors, le troisième point que je voudrais souligner, toujours dans ces espaces vécus, et on en a un petit peu parlé, c'est les formes d'appropriation des innovations ou des propositions techniques. Alors, je peux donner juste quelques exemples. Un exemple pour voilà. Voilà, Et on fera réagir nos intervenants. Je vais prendre un exemple qui est celui de la lutte contre le paludisme. Fléau, je ne vais pas entrer dans les données épidémiologiques, mais grand fléau, et une façon de lutter contre le paludisme, c'est de dormir sous la moustiquaire. Donc, des moustiquaires ont été soit distribués, soit achetés selon les pays. Mais alors, qu'est-ce qui se passe quand on regarde l'usage de ces moustiquaires? Ces moustiquaires sont posés sur des lits qu'on appelle en tara, c'est-à-dire en tiges de mil, souvent faites avec des grosses tiges de mil. Et quand on pose la moustiquaire là-dessus, il suffit de remonter la moustiquaire pour que ça accroche. Et donc, on fait un trou qui est vraiment une autoroute à moustique. Quand les enfants jouent dans la concession, ils peuvent aussi faire des trous dans la moustiquaire. Comme il n'y a en général qu'un seul fil à l'intérieur de la case, on suspend les vêtements au-dessus de la moustiquaire, ce qui fait que les entrées sont un peu distendues. Et puis, manière de lit aussi, quand monsieur veut venir visiter madame, on peut déposer les enfants sur la natte et puis c'est le couple qui reste à l'intérieur de la moustiquaire. Et puis, on voit bien aussi, quand il y a des petits jardins de cases, on retrouve très souvent les moustiquaires qui sont posés sur les semis, de façon à ce que les oiseaux ne puissent pas manger les semis. Alors, ce n'est pas du tout pour dire qu'il n'est pas nécessaire de distribuer des moustiquaires, mais ça veut dire que les populations s'approprient les innovations techniques en fonction de leurs urgences vitales. Et je pense qu'il y a là quelque chose qui est extrêmement important, c'est d'essayer de voir ce que les gens font de leurs propositions. Et puis le dernier point, peut-être pour parler de ces espaces vécus, c'est la nécessité pour les populations de gérer des injonctions contradictoires. Par exemple, les populations peuvent savoir qu'elles sont dans des zones urbaines, des fois au centre de la ville, avec une habitation très précaire, dans des conditions de vie extrêmement difficiles, sauf que l'espace du trottoir est un espace de vente et que c'est l'espace de vente du trottoir qui est devant la concession qui permet de payer la concession. Et donc, on va avoir des gens qui, à la fois, sont obligés de vivre dans des conditions difficiles, mais ces conditions difficiles, ce sont celles qui permettent, malgré tout, de vivre et de payer son loyer. Alors, je crois que la toute petite, j'ai pris quelques bribes comme ça de réflexion, mais je crois que ce qui est tout à fait important, c'est de voir que les projets qui sont mis en œuvre ne sont jamais ceux que l'on retrouve à la sortie, parce que les populations se les approprient. Et d'une certaine façon, on peut le déplorer. En même temps, on peut aussi se dire que c'est très bien que les populations soient vivantes et qu'elles détournent les propositions qu'on peut leur faire en fonction de leur propre choix de vie. La deuxième chose, c'est que sans doute… S'il vous plaît, Yannick Jaffray, malheureusement, le temps passe et votre contribution est déjà extrêmement riche et j'aimerais, si vous en êtes d'accord, à ce stade, faire réagir, bien sûr, Monsieur Kettani et Madame Zoher, à laquelle vous ajoutez finalement, comment vous montrer à quel point la complexité des choses. Et pour formuler les choses autrement, Sadia Zoher, je serais tenté de vous demander comment vous réagissez à cette entrée par l'espace vécu qui semble finalement vous mettre au défi d'articuler différentes échelles, l'échelle de l'intervention, de la déclinaison
d'un projet, d'une initiative nationale, avec tout ce que ça suppose, suggère en termes d'ingénierie, etc., et la nécessité d'être au plus près de la réalité de l'espace tel que vécu par les habitants. Est-ce que au fil du temps, au fil de cette initiative lancée en 2005, vous avez pu justement essayer de tenir le juste équilibre entre la nécessité de déployer quand même des actions publiques à une grande échelle, celle du Grand Casablanca, tout en restant au plus près des habitants et de la manière dont ils vivent leur espace au quotidien, tout en, et ça fait écho aussi à l'intervention de M. Kettani, me semble-t-il, tout en faisant bien le distinguo entre le caractère insalubre ou informel des quartiers dans lesquels vous intervenez. Madame Zoé. Alors, tout à fait, par rapport aux interventions de M. Kettani et de M. Jaffré, il y a beaucoup de choses qui ont été faites au niveau de cette initiative et des projets qui ont été menés depuis le lancement de cette initiative en 2005. Il y a pas mal de retours d'expérience aussi vis-à-vis de toutes les innovations et on innove encore parce que chaque quartier est propre, il y a la population qui est propre à chaque quartier. Donc, toutes les innovations qu'on a mis en place, que ce soit technique pour adapter les normes de pose des conduites au niveau de ces ruelles étroites et aussi l'innovation sociale, parce que le projet ne consiste pas uniquement à poser des conduites, mais à convaincre les gens à, à permettre en fait des interventions, parce que comme vous les avez vues au niveau des photos, les ruelles, elles sont étroites. La pose des conduites prend un temps. Des fois, c'est une journée. Mais ce qu'on se dit, nous, c'est qu'on ne devrait pas mettre en difficulté ces gens-là à avoir accès à leur domicile le soir ou l'après-midi. On essaye d'intervenir aussi, à adapter nos horaires de travail en fonction de ces populations, en fonction des quartiers. Il y en a quelques-uns qui veillent qui veillent la nuit et dorment la journée. Donc, il ne faut pas les déranger pendant la journée. Donc, tout ça est pris en compte grâce à la maîtrise d'ouvrage social des gens qui sont de l'IDEC, qui sont dans ces quartiers-là tout le temps et qui connaissent très bien ces gens-là, et qui connaissent leurs difficultés et qui connaissent aussi leurs habitudes, parce que c'est très important de savoir, par exemple, que telle famille travaille la nuit et que le jour, elles ont besoin de dormir et de se reposer pour aller travailler la nuit prochaine. Il y a aussi la possibilité aussi de donner l'accès aux enfants d'aller à l'école et de les aider aussi à traverser les chantiers sans pour autant avoir d'accidents. Tout ça nous a permis d'innover et de développer des aspects techniques et des aspects sécuritaires pour subvenir, pour pouvoir finaliser ces opérations dans les meilleures conditions. Il y a un aspect qui est très, très important et sur lequel on a beaucoup travaillé, c'est, vous savez très bien que ces bénéficiaires de ces opérations sont validés lors d'une commission tripartite par l'IDEC, la commune et les autorités locales pour définir quels sont les gens éligibles à ce programme-là. Donc, on a accès à leur maison, on a accès à leur foyer, à leurs habitations, pour comprendre un petit peu, comme a dit M. Jaffré, de l'organisation interne de leur foyer. Parce que quand on a une seule chambre qui n'a pas accès ni robinet ni l'eau, donc c'est pas un foyer qui est éligible à cette opération. Donc, un foyer qui est éligible à cette opération devrait au moins avoir un point d'eau, une chambre et séparer la cuisine avec la salle de bain. Ça, c'est le minimum qu'on demande. C'est pas évident pour ces gens-là, mais je peux vous dire que ces gens-là s'adaptent à cette organisation à l'intérieur de leur maison. Avant d'entendre M. Kettani, peut-être une question. Est-ce que néanmoins l'intervention de M. Jaffré, son éclairage, vous conforterait dans l'idée d'élargir le spectre des parties prenantes à votre initiative
à des chercheurs, dont des anthropologues. En d'autres termes, est-ce que vous pourriez enrôler Monsieur Jaffray dans une évaluation fine de l'impact, des actions que vous menez? Je dis ça parce que je crois que ce webinaire est pour vous l'occasion de faire plus ample connaissance. Alors, si vous repartiez de ce webinaire avec l'idée de travailler ensemble. En fait, comme je vous l'ai dit, ce programme, l'IDEC, effectivement, elle en fait partie, c'est une partie prenante, mais les parties prenantes englobent non seulement les opérateurs comme l'IDEC, mais aussi les autorités, le gouvernement. Donc, il y a pas mal je pense que il y a pas mal d'organisations, d'institutions marocaines qui ont fait un bilan de cette initiative, le ministère de l'Habitat, le ministère de l'Intérieur. Donc, toutes ces parties prenantes, je pense que les chercheurs sont autour de la table, effectivement, parce que on ne peut pas mener une opération de telle envergure sans avoir pour autant une idée et voir aussi quel est l'impact de ces opérations sur les habitants. Donc, il y a aussi le CES, je pense que M. Kteni pourra nous apporter plus des éléments par rapport à ça. Aussi, moi, je dis effectivement, tout le REX de ces années, depuis 2005, si j'ose dire 2006, à peu près 17 ans d'expérience, c'est riche comme élément qu'on peut apporter par rapport à tout ce qui est le maintien sur place de ces habitations. Qu'est-ce que ça leur apporte, ce projet? Et pourquoi pas, parce que le projet n'est pas encore fini, hein. Il y a encore Voilà. des douleurs qui n'ont pas accès à l'eau à Casablanca. Je peux vous dire qu'il y en a pas mal. Il y a des conventions qui sont en cours avec les gouverneurs concernés par les régions dont les douanes font partie. Donc, il y a pas mal encore de choses à faire. Donc, nous, on travaille toujours sur le REX et voir quelles sont les choses qu'on peut innover encore, quelles sont les choses qu'on peut améliorer pour mener à bien aussi les autres projets. Monsieur Jaffray, je vous laisserai bien sûr nous dire ce que vous souhaitez, l'enseignement que vous tirez de ce témoignage, mais auparavant peut-être entendre Monsieur Kettani. Monsieur Kettani, est-ce que vous vous retrouvez, il me semble que oui, dans cette notion d'espace vécu, alors que Yannick Jaffray emprunte, n'est-ce pas, c'est ce que on évoquait dans les échanges préparatoires au géographe Armand Frémont, au regretté géographe Armand Frémont, auquel on rend hommage au passage. Espace vécu que vous sembliez, Monsieur Kettani, illustrer en montrant, nous sensibilisant aux liens qui attachent les populations, les habitants à ces quartiers, quand bien même seraient-ils jugés insalubres ou informels par un regard extérieur, Monsieur Kettani? Alors, moi, j'ai trouvé l'intervention de M. Jaffray très intéressante et qui porte en elle beaucoup d'indicateurs et beaucoup d'éléments à prendre en considération dans le traitement de cette problématique. Et je vais citer pour illustrer un petit peu, peut-être ça va interpeller l'ensemble des experts, le cas d'une médina qui est la médina de Fès, par exemple. La médina de Fès a été construite il y a 12 siècles. La médina de Fès a été construite avec des techniques et avec une expertise qui est très différente de la nôtre aujourd'hui. L'ensemble de la population de la médina de Fès, dans le temps, il y avait à peu près 12 000 maisons. Dans ces 12 000 maisons, il y avait à peu près 20 000 personnes qui vivaient en harmonie. Ces familles qui vivaient dans cette médina de Fès ont migré vers la nouvelle ville de Fès toujours, parce qu'il y a, au niveau espace, il y a à peu près il y a une dizaine de kilomètres entre la médina de Fès et la nouvelle ville. Et moi, j'ai eu beaucoup de témoignages de familles qui ont quitté la médina de Fès, qui sont parties à la nouvelle ville ou dans des villes avec grande activité économique comme Casablanca, qui me disaient qu'ils ne sont plus heureux comme ils l'étaient avant. Et le pire, c'est que la plupart de ces familles qui ont cédé leur maison
les maisons, comme ce sont des grandes demeures, se sont retrouvées ces maisons avec plusieurs familles qui occupaient le même espace. Et le nombre de déchets ayant augmenté et la population ayant augmenté, c'est passé presque à quelques centaines de milliers dans la même Médina, dans ces 12 000 maisons. Ils ont fait que tout le système d'évacuation des eaux, etc., qui était ancestral, s'est trouvé bouché et donc des infiltrations et des remontées d'eau. Je ne suis pas ingénieur, je ne suis pas technicien, c'est des choses que j'ai appris, que j'ai lues dans différentes études, ont fait que les murs, ils ont commencé à s'effriter et les bâtiments qui risquent de tomber. Et aujourd'hui, préserver le patrimoine comme la Médina de Fès, c'est comme si on parlait de l'Alhambra et en mieux. Et donc, c'est une vraie catastrophe pour l'ensemble de l'humanité que de perdre un joyau tel que celui de la Médina de Fès. Qu'est-ce qu'on en tire? On en tire que c'est pas que un problème d'insalubrité et d'éléments techniques, mais c'est aussi d'être heureux de vivre ensemble malgré les difficultés, d'un savoir-faire pour lequel on s'est adapté, et même si on leur apporte des éléments techniques, par exemple dans la Médina de Fès, il n'y a pas de panneau publicitaire. On ne circule pas en voiture, on circule que à pied. Et les marchandises, on les fait circuler à dos de mules ou d'autres. Et cette façon de vivre donnait aussi la santé aux populations parce qu'ils se déplaçaient des kilomètres et des kilomètres à pied pour aller de leur demeure au travail, etc. Moins de pollution, etc. Donc, l'espace informel, avant de vouloir le transformer, il faut l'étudier. Et c'est, à mon avis, l'anthropologue et ses interventions sont très constructifs à ce sujet parce qu'il y a des choses qui ont fait que cette population a résisté et qu'elle a peut-être plus de résilience. Maintenant, comment leur donner à dose homéopathique? Et je trouve que ce que fait l'idée est très intéressant, ça veut dire qu'il garde les gens dans leur habitation et il leur apporte un plus qui est celui de l'assainissement. Et c'est des modèles et des exemples à suivre. Merci. Merci, Monsieur Ketani. Tout en vous écoutant, j'observais que Yannick Jaffray prenait beaucoup de notes en vous écoutant, tout en écoutant Madame Zoer. Malheureusement, vous ne pouvez pas exposer toutes ces notes. Est-ce que si vous deviez en retenir une, quelle serait-elle, Yannick Jaffray, avant que je repasse le relais à Charlotte? Peut-être très, très, très vite, quelque chose qui se présente presque comme une plaisanterie, c'est-à-dire que on trouve tout à fait normal de rouler dans des voitures qui ont 4 places ou 5 places, avec papa devant qui conduit, donc c'est le patron, maman à côté et puis 2 ou 3 enfants derrière. Et ce que je dis souvent à mes étudiants, c'est qu'une voiture, c'est pas uniquement un tas de ferraille, c'est une structure de parenté. Et si la voiture avait été inventée en Afrique subsaharienne, on roulerait tous en minibus. C'est exactement la même chose pour l'habitat. L'habitat, c'est une structure de parenté et quand on bouge l'habitat, on bouge la parenté, on a plus ou moins de place, etc. Peut-être très très vite. Alors, je voudrais citer quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est un auteur qui s'appelle Cheikh Hamidou Khan et qui a dit « La technique, c'est art de vaincre sans avoir raison ». Et je crois que c'est quelque chose qu'on voit un petit peu. Deuxième point, c'est l'importance du détail. En travaillant sur l'hygiène hospitalière à Bamako, j'avais constaté que tant qu'il y avait des carreaux, c'était en fait les hommes, les manœuvres de l'hôpital qui nettoyaient et qui poussaient jusqu'aux carreaux. Et puis dès qu'il y avait un passage avec de la terre, on demandait aux femmes de balayer. Et si les carreaux reprenaient après, personne ne balayait. Et je crois qu'il y a des micro-espaces comme ça qui expliquent énormément de pratiques sociales qu'en général, on ne remarque pas. Et je pense qu'être attentif aux détails, c'est extrêmement important. Et puis, l'autre, bien évidemment, c'est c'est la force de l'histoire, à la fois l'histoire réelle, mais aussi l'histoire comme narration de soi-même, par exemple sur la Médina de Fès, où
ou pour d'autres sur l'histoire du village. Et je pense qu'on a là, c'est-à-dire entre la structuration des espaces comme détail, la forme de l'innovation comme disant plus qu'elle-même, et sur l'importance de l'histoire comme façon, comment dire, de donner un sens à qui l'on est. Enfin, il faut bien que le monde ait un sens où chacun se reconnaisse. Eh bien, je crois qu'on a vraiment la 3 dimensions qu'il faut prendre en compte dans tout projet touchant à l'urbanisme. Alors, merci, comment Yannick Jaffray pour ces mots, mais qui ajoutent à notre frustration, parce que bien évidemment, nous ne demanderions qu'à poursuivre cette discussion avec vous, avec Sadia Zoher et puis Monsieur Mounsef Ketani. Malheureusement, nous nous approchons du temps de restitution, ce qui est un autre moment intéressant de notre webinaire. Pour cela, je passe le relais à Charlotte, qui va nous présenter notre nouveau discutant, la personne de Christian Calieu. Charlotte, à qui je demande de prendre l'engagement de restituer toutes les questions, les témoignages qui ont accompagné ce webinaire par la voix de nos webineurs et webineuses, que je n'ai pu malheureusement relayer dans leur exhaustivité, mais qui sont fort intéressants. J'espère que le public pourra en prendre connaissance par la suite. Sans plus tarder, la parole à toi, Charlotte, pour nous présenter Christian Calieu. Merci, merci Sylvain. Alors je rebondis sur ce que tu viens de dire. En effet, j'ai bien pris note des questions. Donc évidemment, nous les ferons remonter aussi après le webinaire aux panélistes. Et donc on reviendra vers vous après ce webinaire parce que malheureusement, on n'a pas le temps de toutes les traiter en 1h15. Alors je crois que je vais plutôt laisser Christian se présenter lui-même parce que qui de mieux que lui pour se présenter? Alors, je vais donc sans tarder laisser la parole à Christian pour qu'il se présente et puis qu'il effectue cette synthèse de ce premier webinaire. À toi, Christian. Bonjour, je suis Christian Calieu, diplômé en urbanisme de l'Institut de géoarchitecture de Brest, enseignant d'urbanisme à l'École supérieure de sciences de l'urbanisme de Berthois. C'est avec un immense plaisir que je remplace Lionel Prigent et j'essaye d'apporter une petite signature particulière aux échanges que nous avons eus ce matin. D'entrée de jeu, les échanges sont forts et je retiens le mot fort pour conclure, pour résumer tout le propos de nos différents intervenants. Pourquoi le mot fort? Parce que chaque fois, on ne l'a pas suffisamment martelé, mais je pense qu'à chaque fois, comme l'a dit la première intervenante, Sadia Zoé, il y a d'abord eu un État central fort qui a initié cette initiative. Derrière, les acteurs forts qui ont poursuivi et entrepris cette action. À côté de ça, nous avons remarqué qu'il y a une forte implication des bénéficiaires. Monsieur Mounsef Ketani a davantage insisté là-dessus, sur cette intelligence collective qu'il faut savoir voir, vulgariser et valoriser, parce qu'il estime que même si l'État central prend les choses en main, si les acteurs et partenaires comme l'IDEC initient, il faudra à chaque fois revenir et se recentrer sur le rôle de ces bénéficiaires, parce qu'ils ont cette capacité à cerner les lieux, à donner les éléments de compréhension et bien sûr de solutions, comme on l'a vu dans les exemples qu'il a bien voulu nous partager. Ensuite, Yannick Jaffray a bien entendu reposer les bases. Moi, en tant qu'urbaniste, je parlerai de repositionner le diagnostic. Bien sûr, très souvent, le diagnostic se fait sur de grands espaces avec des grands axes, des grandes thématiques. En l'écoutant, il nous ramène à cette échelle de proximité, l'échelle de l'intimité, pour saisir ce qui fait la particularité et la spécificité de chaque personne. On n'est plus à l'ordre du groupe ou des populations qui l'a dit, mais on rentre là dans l'infini pour comprendre chacun dans son détail et enfin, bien entendu, formuler les propositions qui s'adaptent le mieux à leur environnement. Et aussi éviter ce qu'il a dit, une grande modification des projets. Également, en écoutant tous les intervenants, ce qui me revient à l'esprit, c'est il est désormais possible donc d'intervenir et d'agir dans ces lieux souvent mis à côté par l'action étatique qui malheureusement craint parfois des mouvements de foule, des humeurs, mais on écoute bien là, avec l'exemple marocain, quand si bien pensé, bien posé, les populations peuvent nous accompagner. Et cet exemple, je pense que c'est duplicable dans plusieurs territoires, bien sûr en prenant en compte ce que M. Yannick Jaffray appelait maîtriser l'intimité de chaque personne, de chaque bénéficiaire. Un autre mot après le mot fort serait le mot
d'appropriation. Dans les différents exemples qui nous ont été présentés, on sent bien qu'il y a ce besoin des acteurs et des bénéficiaires de s'assurer que l'action étatique se sera appropriée, que tous les équipements mis à leur disposition vont être utilisés à dessein. Également, pour conclure, et je dirais, aujourd'hui, face à la montée de l'urbanisation dans les pays africains et à l'accélération de la paupérisation et, je dis, l'utilisation exacerbée des espaces urbains, il est peut-être temps qu'on duplique ce modèle, bien entendu, en respectant les spécificités de chaque territoire. Je vous remercie. Merci Christian de t'être prêté à cet exercice de synthèse qui vient restituer donc les propos de nos panélistes. Je renouvelle mes remerciements à Sadia Zoher, Yannick Jaffré et Mounsef Ketani pour leur disponibilité et leurs témoignages complémentaires sur les expériences de l'habité dans ce secteur informel et les particularités donc sociales, économiques qui les composent. Donc enfin, merci à tous et toutes pour votre participation. Pour celles qui n'ont pas pu nous rejoindre ou ceux qui n'ont pas pu nous rejoindre, le lien du replay sera disponible d'ici quelques jours sur la plateforme Urbanisme en francophonie. Donc, nous vous retrouvons le 21 novembre prochain, même heure, pour un autre webinaire, cette fois-ci sur l'intégration de l'informel dans le développement de la ville. Au plaisir de vous retrouver le mois prochain. Merci beaucoup encore à toutes et tous.